Bonjour et bienvenue dans ce nouveau webinaire qui sera consacré sur le modèle analytique dans Revit, c'est-à-dire la création, la construction, la vérification pour la récupération du modèle analytique à des fins de calcul de résistance. Donc je pense que je ne vous l'apprends pas. La création du modèle analytique au sein de Revit évolue assez rapidement quand même d'une version à une autre. Et c'est pour ça que j'ai eu l'idée de confronter un petit peu les deux versions 2025 et 2026 afin de mettre la lumière sur le plus ou les petites différences par rapport à la question de la version quant à la production du modèle analytique. Et en même temps, je vais essayer de souligner autant que possible la facilité que peut apporter le Power Pack, bien sûr, quant à la création du modèle analytique, mais surtout le contrôle et les corrections que l'on voudrait apporter au modèle analytique avec beaucoup moins de pénibilité. Voilà. Donc, pour éviter toute confusion, vous allez constater que on aura un arrière-plan bleu ou un arrière-plan vert, n'est-ce pas? Juste pour vous dire que le vert ce sera la version 2026 et le bleu ce sera la version 2025. C'est plus facile quand même pour se situer en temps réel au moment du webinaire. Donc là, si je suis dans le fond bleu, ça veut dire, c'est-à-dire la version 2025, 25, mais mise à jour bien sûr. Alors faites attention, les mises à jour d'entre deux versions sont très précieuses à mettre en place parce que il y a beaucoup d'améliorations qui peuvent venir derrière. D'accord. J'ai une maquette physique, un bâtiment en béton en l'occurrence, et on va essayer de créer via l'assistance de Dynamo le modèle analytique. Donc là, pour construire le modèle analytique, pour les nostalgiques aux anciennes versions, je ne vous l'apprends pas, avant 2023, le modèle analytique, il était, systématiquement lié au modèle physique. Bon, parce que c'était le début de la fonction. Aujourd'hui, il y a une approche beaucoup plus sophistiquée, beaucoup plus réelle, donnant plus de liberté aux calculateurs. Et donc, vous avez certainement remarqué que le modèle analytique, aujourd'hui, il est séparé du modèle physique. Ça veut dire, sauf indication contraire, quand on est dans Revit, le modèle analytique n'est pas créé systématiquement. Donc, et le fichier qui est plus léger, et surtout, la décision revient à l'utilisateur, donc au calculateur. Et donc, vous remarquez bien que dans Analyse, alors là, ça n'a pas beaucoup changé, mais Analyse, depuis la séparation, on doit passer par l'automatisation analytique. Et l'automatisation analytique, si j'appuie sur cette fonction, ça ne veut pas dire que je vais créer tout de suite, il va falloir que je choisisse un petit paramétrage. D'accord ? Donc, la création d'une partie de la construction ou la totalité de la construction peut avoir lieu à travers l'automatisation analytique. Je voudrais juste vous signaler ici un détail, c'est que l'automatisation analytique, elle est censée impacter une grande partie du projet ou tout le projet, n'est-ce pas? Et juste à gauche, là, vous remarquerez que dans Analyse, vous remarquerez qu'il y a deux fonctions ici dites manuelles, de création manuelle. Donc on peut créer un modèle analytique à partir de zéro. C'est-à-dire justement indépendamment du bâtiment physique. Donc indépendamment du bâtiment physique à côté ou au-dessus, on peut le faire manuellement. D'accord ? Donc j'y reviendrai dans une seconde mesure. Donc là, il y a le membre, c'est-à-dire l'élément barre, et l'élément panneau, qui lui peut être horizontal ou il peut être vertical. Donc vertical, courbe ou droit, et horizontal. D'accord ? Et après, on peut créer des liaisons entre nœuds si on a besoin de liaisons manquantes. On peut aussi mettre en place des conditions d'appui, c'est-à-dire la relation ou les conditions, la relation de la structure par rapport à l'extérieur, donc ce qu'on appelle les conditions d'appui. Et puis, il y a aussi une fonction qui est très sympathique, la fonction des charges. La fonction des charges, elle permet d'anticiper, la saisie des charges à l'occasion du modèle physique. Pour à peu près, on essaye de gagner du temps. Bon, mais ce n'est pas très très pertinent dans ce webinaire. On ne va pas en parler durablement avec détail parce que le sujet c'est vraiment le modèle analytique dans sa production.
Et donc là, si je reviens à la fonction automatique, si j'enclenche la fonction, vous allez voir que j'aurai le menu. En fait, c'est le lecteur Dynamo, d'accord? Et dans ce lecteur Dynamo, ils ont préchargé les variantes de la production du modèle analytique. Et là, quand on voit bien qu'il y a l'analytique vers physique, c'est-à-dire je peux récupérer le modèle physique à partir du modèle analytique si j'en dispose d'un modèle analytique qui est différent du physique. Sinon, le plus classique, c'est de créer un modèle analytique pour la première fois à partir d'un modèle physique. D'accord ? Je ne vous l'apprends pas non plus celle-là, c'est-à-dire en quoi consiste la production du modèle physique ou la déduction du modèle physique à partir de l'analytique. Analytique vers physique, voilà, c'est la déduction. En fait, c'est le retour. En fait, quand on collabore entre Revit, le modèle analytique de Revit, on fait le passage dans Arch ou dans Advanced Design, eh bien, on récupère les calculs et donc on récupère le modèle analytique intégrant ces éléments de calcul, et à partir de là, on peut mettre à jour la géométrie dans le modèle physique. Donc c'est à ça que ça sert en fait, d'accord ? Mais pas que, parce qu'on peut avoir aussi une rectification manuelle sur le modèle analytique et on a envie qu'il impacte le modèle physique. C'était ça ce schéma, ok ? Maintenant, je reviens sur le schéma typique de départ, c'est-à-dire à partir d'une maquette physique, on va produire une maquette analytique, d'accord ? Et ce qui se passe ici dans Revit 2025.4, point 3 et point 4, même point 2, en fait, ils ont amélioré l'algorithme. L'algorithme de création ou de production du modèle analytique, il a été amélioré. Donc, c'est toujours bon de prendre le dernier, le 2025.2, d'accord ? Et là, je vous précise juste que au niveau du lecteur Dynamo, vous voyez bien ici le petit crayon et le lecteur. Donc, le lecteur, c'est pas l'exécution, mais le déclenchement de l'algorithme, le déclenchement du script, et le lecteur, la modification, c'est-à-dire ce petit crayon que vous voyez ici, il sert à démarrer Dynamo pour éventuellement apporter des modifications dans l'algorithme, dans le script, pardon. D'accord ? Donc le crayon, on ne va pas l'utiliser puisque ça risque de prendre du temps pour passer sous Dynamo, mais là, on va juste amorcer le script physique analytique. Et là, en fait, il nous traduit, il nous récupère tout ce qui est saisi, tout ce qui est donné de départ, qui se trouve dans le script, eh bien, il nous affiche ici d'une manière confortable, d'accord ? C'est un peu ça l'intérêt, en fait, d'accord ? Donc, l'histoire de la création du modèle analytique, la nouveauté, c'est quoi ? Eh bien, on a un regard, en fait, avant d'exécuter, une fois qu'on sélectionne ou avant d'exécuter la production plus bas du modèle analytique, eh bien, on jette un coup d'œil sur les paramètres qui peuvent impacter ou conditionner la position des éléments analytiques. Alors, évidemment que c'est nécessaire, on ne peut pas ne pas en parler ou ne pas regarder ici ce qui se passe. Pourquoi ? La raison, elle est très simple. Si tous les éléments dans les bâtiments, en général, si tous les éléments étaient axés et centrés les uns par rapport aux autres, peut-être que la question ne se pose pas de la précision, puisque c'est 0 ou 1. En fait, voilà, s'il coïncide, s'il est physiquement connecté, donc l'élément analytique, il sera exactement connecté. Et s'il n'est pas connecté, ça veut dire qu'il n'y a aucune liaison entre eux, en fait, d'accord ? Donc, c'est pas le 0 et le 1, ce n'est pas connecté ou non connecté, mais le vrai sujet, c'est l'excentricité. C'est-à-dire que dans les coffrages, il arrive souvent que certains éléments sont centrés et d'autres se trouvent, par exemple, en rive, comme les poutres de rive qui ne sont pas centrées sur le quadrillage, d'accord ? Donc, c'est un vrai sujet qu'il ne faut pas négliger. Qui dit excentricité dit tolérance. Et donc, pour que Revit comprenne jusqu'où il peut aller pour considérer une poutre ou un voile excentré par rapport au quadrillage, jusqu'où il devrait y aller en matière de marge, d'accord ? Pour qu'il considère l'élément axé ou il le laisse là où il se trouve et il lui produit son élément analytique correspondant, en fait. Vous avez compris, d'accord ? Donc voilà, donc tout ça, c'est une histoire de facteurs. Et donc ici, je voudrais juste vous préciser, attention, ne pas confondre, par rapport aux anciennes versions, ne pas confondre cette notion de facteur avec les distances et les longueurs. Le facteur reste un facteur adimensionnel. Par contre, il y a ce qu'on appelle une épaisseur moyenne. Donc en fait, Revit
qu'est-ce qu'il fait avant de construire le modèle analytique? Eh bien, il fait un passage systématique sur tous les éléments et il va déterminer ce qu'on appelle des axes et des positions virtuelles. Alors, ces axes et ces positions virtuelles, je vais essayer de me permettre ici, peut-être que je le trouverai ça. Il y avait en fait une illustration très très intéressante, sur le système d'aide. Et la voilà. Donc là, il y a une explication assez pertinente dans le système d'aide d'Autodesk qui explique la signification de la direction dominante. Et donc là, c'est important quand même à la comprendre. Ça vous permettra d'en faire usage en connaissance de fonctionnement, d'accord? Et la direction dominante, là, il y a juste une illustration qui montre un groupe d'ouvrages, voile, peut-être poteau, poutre qui est carrément au-dessus pile poil sur le voile, d'accord? Et donc il y a pas mal d'ouvrages qui sont regroupés dans cette direction prédominante qui est encadrée avec le rectangle vert, d'accord? Donc vous voyez le rectangle vert ou la ligne verte épaisse, c'est ce que Revit détecte, c'est ce que le script Dynamo en fait détecte à partir de la géométrie et la position des éléments, d'accord? On appelle ça la direction dominante. Et la direction dominante, il essaie de la déduire virtuellement. Mais en même temps, il y a d'autres situations où la direction dominante, elle est directement prise sur le quadrillage dans la situation où la majorité des éléments, donc quand il fait son calcul ou sa vérification géométrique, si il y a une majorité d'éléments d'ouvrage qui sont alignés exactement sur le quadrillage, il va prendre le quadrillage comme direction dominante. Donc c'était ça, je voulais vous expliquer cette approche-là. Donc, je disais que l'histoire, donc, c'est des facteurs. Et par contre, maintenant, retenez une chose, c'est que ces facteurs, ils ont des valeurs par défaut, mais vous ne pouvez... Enfin, la bonne démarche consiste à adapter ce facteur par rapport à votre situation. Ça veut dire, plus serré plus serré la tolérance est, plus petit le facteur est. D'accord? Et donc là, si je prends un facteur 1, qu'est-ce que ça signifie un facteur égal à 1? Là, en l'occurrence, il est égal à 0,35, pardon. D'accord? Donc, si je prends un facteur égal à 1, il faut comprendre que le facteur égal à 1, ça veut dire qu'il n'y a pas de démultiplication. Il n'y a pas de démultiplication de l'épaisseur moyenne. D'accord? Il n'y a pas de démultiplication de l'épaisseur moyenne. Voilà, alors il y avait juste la fenêtre du lecteur Dynamo qui est un petit peu capricieuse en fait. Il faut éviter de cliquer sur le titre pour qu'elle ne disparaît pas. Parce qu'en fait, elle est censée être au-dessus, toujours au-dessus. D'accord? Donc si elle est là, je vais essayer de ne pas la toucher sur le titre pour qu'elle ne disparaisse pas. Et donc je reviens au facteur. Le facteur, donc, si on ne veut pas modifier l'épaisseur moyenne que Revit va trouver dans une direction prépondérante, d'accord? Eh bien, on va mettre ici un facteur égal à 1, d'accord? Donc là, si on fait un facteur égal à 1. Alors attention, les facteurs, il y a deux types. Il y a les facteurs pour l'alignement dans les plans horizontaux, donc l'alignement par rapport au quadrillage, et les facteurs dans la verticale, d'accord? Donc les trois premiers, c'est la verticale. Et le quatrième facteur, il est dans le plan horizontal, d'accord? Donc ne pas confondre cette signification. Et donc j'ai dit, on peut jouer sur ces facteurs. Et plus petit est le facteur, plus petite est la tolérance. Vous l'aurez compris. Et donc, ceux qui sont extrêmement proches les uns des autres, en fait, quand on prend un facteur très petit, ça veut dire ceux qui sont extrêmement proches les uns par rapport aux autres vont être considérés comme étant au même endroit. Et si je prends le facteur à sa valeur maximum, donc en fait, je vais prendre une tolérance la plus large possible par rapport à l'épaisseur moyenne. D'accord? Et là, bien sûr, ce qu'on ne peut pas changer, bien sûr, c'est les limites. Alors, les limites, c'est bien sûr l'éditeur qui les a proposées, c'est-à-dire c'est des proportions de l'épaisseur moyenne. Donc, facteur d'alignement des poteaux et des murs sur les niveaux, en fait, c'est l'ajustement d'un poteau. Si jamais il n'atteint pas le bon niveau, c'est son ajustement, d'accord? Donc, l'ajustement, s'il est raté, donc sur le plan analytique, Revit va l'ajuster, d'accord?
Voilà un peu la signification des différents facteurs. Et donc, si je reviens donc à la deuxième catégorie du facteur, à savoir la catégorie qui impacte la correction des positions dans le plan. Ce facteur, il est unique par contre, d'accord? Facteur d'alignement des éléments dans le plan, et là c'est pareil, c'est la même signification. Donc si je le laisse égal à 1, je considère que Revit il va produire à la base d'une épaisseur moyenne. Alors l'épaisseur moyenne de quoi? De tout ce qu'il peut rencontrer en fait. L'épaisseur moyenne du voile, l'épaisseur moyenne de la poutre et l'épaisseur moyenne du poteau en fait. Tout le monde est concerné en fait, d'accord? Et c'est pareil. Donc si on veut aller très loin dans la marge, on va agrandir la marge, le facteur 4 veut dire 4 fois l'épaisseur moyenne. Voilà ce qui peut vous donner une idée en fait sur l'étendue de ce que Revit peut récupérer dans la marge. Voilà. Donc je m'arrête là à ce sujet. Je pense que vous l'avez bien compris. C'est l'épaisseur moyenne multipliée par ce facteur. Et donc ça va impacter la tolérance en matière de distance par rapport au plan moyen, on va dire. D'accord? Qui au départ il est virtuel. D'accord? Voilà. Alors, je voulais aussi attirer votre attention sur ça. Revit, à défaut, il va déterminer un plan virtuel. Par rapport, c'est ce qu'on appelle le quadrillage. Donc, si aucun élément physique ne se trouve sur un quadrillage, c'est important à comprendre, Revit, qu'est-ce qu'il fait? Il va déterminer ce qu'on appelle un plan virtuel. Mais si la majorité, il y a une bonne partie des éléments qui se trouvent alignés sur un quadrillage, c'est ce quadrillage qui va être considéré. D'accord? Et ce qui est réel d'ailleurs, d'accord? Donc c'est important à comprendre parce qu'il se peut que des éléments physiques peuvent ne pas disposer de quadrillage à proximité, d'accord? Et dans ce cas de figure, en fait, voilà, Revit il va faire ce balayage pour autant que ces éléments soient sélectionnés, ok? Donc voilà, et physique analytique. Et donc là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut sélectionner, vous l'avez compris. Donc il faut sélectionner. Alors je vous donne ici un conseil. Quand vous avez un grand bâtiment avec des éléments principaux et des éléments qui peuvent considérer comme être accessoires, je vous conseille, comme une bonne pratique, de sélectionner le principal du bâtiment. Bon, le bâtiment que je vous propose ici, il n'y a pas vraiment beaucoup d'accessoires. Mais il se peut qu'il y ait des accessoires, par exemple une grande configuration de balcon ou des ouvrages annexes qui sont juxtaposés au bâtiment. D'accord? Donc ce qui peut être conseillé, c'est de ne sélectionner que le bâtiment principal. Donc, par avoir un système de filtre que vous pouvez faire, un système de filtre, vous visualisez, vous masquez, vous visualisez les éléments principaux et vous masquez les éléments secondaires pour les traiter dans une seconde mesure. Voilà, c'était juste un conseil, d'accord? Donc là, ça y est, je viens de sélectionner l'ensemble et le bouton sélectionner, il est vert, vous avez vu? Donc le fait qu'il est vert, eh bien ça y est, hop, j'exécute. Hop, et là, je peux lancer l'exécution, d'accord? Alors, pour ne pas perdre de temps, l'exécution, là, je vais passer sur Revit 2026. Donc l'écran vert, je suis sur Revit 2026 et j'ai aussi un bâtiment. Alors qu'est-ce qui a changé ici? Donc je vais réduire le lecteur Dynamo de 2025 et là étant dans 2026, je vais faire analyser automatisation analytique. Regardez ici la différence. Il y a vraiment une amélioration très très intéressante. Donc là, en fait, je ne me retrouverai pas directement dans le lecteur Dynamo. C'est d'emblée ici, je dois décider si je veux produire l'analytique ou le physique. D'accord? Et si je veux produire l'analytique, je veux produire le physique, et là, c'est la fonction de personnalisation, ils l'ont séparé. D'accord? Alors la personnalisation, elle permet en fait de rentrer dans le script Dynamo. D'accord? Donc c'était l'équivalent du petit crayon tout à l'heure qu'on a vu dans 2025. D'accord? Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Exécuter physique vers analytique. D'accord? Voilà. Et là, regardez la nouveauté dans 2026. 2026, il détecte les ouvrages qui n'ont pas d'ouvrage équivalent analytique et donc il les met en évidence en bleu. Et ici, ce qui est sympathique, c'est que je peux modifier et donc je peux soustraire ou ajouter des éléments à ma convenance. Parce qu'en fait, ils ont prévu la situation où le calculateur traite la production de l'ouvrage, des éléments analytiques, step by step, étape par étape. Ce n'est pas un claquement de doigts, il prend tout à la fois, parce que ce n'est pas très indiqué, j'ai dit, parce que vous allez voir que quand on produit un modèle analytique, le gros du travail, c'est scruter les erreurs, en fait.
En soi, cette étape n'est pas chronophage. Par contre, scruter les erreurs, Revit ne le fait pas entièrement à notre place. D'accord ? D'où l'intérêt, on va dire, du plugin de Greitech, le Power Pack général. Donc là, la nouveauté dans 2026, c'était la modification. Donc je clique sur modifier et là je peux réviser. Vous voyez, je peux soustraire, supprimer et donc je peux adapter la sélection plus précisément. D'accord ? Alors la deuxième nouveauté, c'est quoi ? Eh bien, on a mis en place les paramètres, les facteurs d'alignement. On les a mis ici dans ce menu-là. D'accord ? Donc là, si je clique sur, alors en fait, c'est l'un ou l'autre. C'est l'un ou l'autre ou l'un et l'autre. Donc je clique sur aligner dans le plan et là le facteur il va s'afficher. Le facteur normalement il va s'afficher et en plus du facteur vous allez voir que Revit va nous visualiser tous les axes et les positions les positions virtuelles. Vous voyez ici la tolérance, c'est le même principe. Donc la tolérance c'est un facteur multiplicateur qui va s'ajouter à l'épaisseur moyenne des ouvrages qui sont les uns derrière les autres, d'accord, qui sont concernés, s'ils sont les uns derrière les autres ou les uns sur les autres, en vertical. Donc, le fameux facteur. Et la nouveauté, j'ai dit, c'est l'aperçu de l'alignement. Donc, regardez l'aperçu de l'alignement. Là, il n'est pas en train de produire le modèle analytique. Par contre, regardez qu'est-ce qu'il a projeté sur le sol. Et il a projeté ce qu'on appelle tous les axes ou tous les plans virtuel en fonction de la statistiquement du plus grand nombre qui se rapproche par rapport à cet alignement, d'accord. C'est ce qu'on appelle l'alignement prépondérant, d'accord. Donc il a défini ces alignements, il vous donne une idée un petit peu sur la situation en fait, d'accord. Donc évidemment ici, là, il n'y a pas moyen de désélectionner ou de sélectionner. Par contre, il y a moyen de voir si ça tient la route en fait. Si ça tient la route pour nous, eh bien, les voilà, il les a affichés en fait d'une manière transparente, on va dire, d'accord. Voilà un peu les nouveautés au sein de la production du modèle analytique. Donc maintenant, si on exécute, ça veut dire qu'on lui laisse l'instruction facteur 1, d'accord, quant à l'alignement dans le plan. Et quant à l'alignement par rapport au niveau, eh bien, il faut cliquer dessus pour voir les trois autres facteurs, comme je vous ai dit, sur 2025. Et donc, c'est pareil, panneau et mur entre 0,35, l'épaisseur moyenne. Okay, donc, c'est assez serré, vous l'avez compris, c'est assez serré. Les sols, c'est 1, c'est un facteur 1, attention. D'accord. Et les poutres aussi, c'est facteur 1. En fait, il prend directement l'épaisseur moyenne, sans majoration. D'accord. Alors, attention, ça ne veut pas dire que ce sont les meilleures valeurs. C'est au cas par cas. Donc, soyez prudents, soyez regardants en fonction de chaque projet par rapport à cette histoire d'ouvrage excentré, en fait. D'accord ? Donc, quand vous avez des poutres qui sont excentrées sur le quadrillage, faites attention, ce sera en fonction du coffrage, de la géométrie de ces poutres, que vous déciderez du facteur multiplicateur de l'épaisseur moyenne. D'accord ? Et là, vous faites exécuter. Hop ! Et c'est maintenant qu'il va produire le modèle analytique. D'accord ? Alors, pour ne pas perdre de temps, si je bascule vers le bleu, voilà, normalement, si je pars sur le modèle analytique, j'ai le modèle analytique qui est produit. Le voilà. OK ? Donc, le modèle analytique, il est là. Le mot d'ordre, c'est quoi quand on a un modèle analytique? Là, je suis sur 2025. Ou 2026 ? Oui, sur 2025. Voilà. Là, je suis sur 2025. C'est quoi le sujet maintenant? Produire, enclencher ou déclencher la production de modèles analytiques, c'est très joli à voir. Par contre, le gros du travail, j'ai dit, on devrait scruter ça. Alors, le conseil que je vous donne, c'est, je ne vous dirai jamais assez, créer des vues spécifiques. Quand je dis créer spécifique, ça veut dire, c'est assez fatigant, c'est assez fastidieux, c'est fatigant pour les yeux, et on peut louper des incohérences ou des déconnexions dans le système, alors qu'on ne va pas jouer avec le zoom et le dézoom. Par contre, il faut être rigoureux là-dessus. Donc, il faut créer systématiquement, penser à créer des vues dédiées. D'accord ? Et là, quand je vous dis des vues dédiées, vous le savez, les vues dédiées sur le physique, ils existent. Par contre, il faut produire des vues dédiées sur, là, je suis sur 3D Analytics Général. Vous connaissez la fonction, donc sélectionnez une vue d'orientation, plan d'étage, et vous scrutez niveau par niveau le contenu et les déconnexions éventuelles ou les incohérences éventuelles, d'accord ?
Donc là, si je descends au plus bas, je vais partir par exemple sur le rez-de-chaussée, voilà. Et là, je limite. Vous voyez bien que c'est beaucoup plus facile pour traquer les déconnexions ou les incohérences, d'accord? Alors ici, bien sûr, faites attention. S'il y a vraiment des débords, ça veut dire que c'est pas une erreur, n'est-ce pas? Si vraiment physiquement il y a un débord de dalle, ça veut dire qu'il y a des nœuds qui ne sont pas forcément coïncidents. Vous l'aurez compris, d'accord? Donc scruter, puis scruter, puis scruter. Bah, par contre, alors je voudrais vous dire une chose, c'est que Revit à ce niveau-là, il nous lâche. C'est-à-dire, on doit tout faire manuellement. Alors, je vous donne deux petits conseils. Si on devait ajuster une dalle, par exemple, là, physiquement, si on regarde la maquette, c'est bien un débord. Vous voyez ici, si je zoome, ce sont des débords, des dalles. Les dalles sont en débordement par rapport aux axes des poteaux. D'accord? Mais si ce n'est pas le cas et que la dalle est censée être, calée au droit de l'axe du poteau, en quoi consiste la démarche de la correction de la dalle? Eh bien, ici, ça ne donnerait pas un résultat génial si on prend tout simplement le nœud et on le déplace. Ça, je vais le faire devant vous. Hop, si on déplace le nœud, on risque de corrompre la planéité. D'accord? Là voilà, le panneau analytique n'est plus plan. On risque de corrompre la planéité parce qu'en fait, le jeu de la souris en 3D, vous le savez très bien, il est dangereux. D'accord? Et donc la meilleure solution pour tous les panneaux, quand je dis pour tous les panneaux analytiques, c'est-à-dire que ce soit les planchers ou les murs, il faut réviser la limite. C'est comme la définition des dalles ou des sols dans Revit, d'accord? Donc je clique sur le panneau, modifier la limite, et là je fais mon travail tranquillement, d'accord? Donc là, si je veux modifier la limite, là je vais prendre le nœud, voilà, et puis je peux le prendre et le confondre avec le nœud que je voudrais, d'accord? Voilà, ça c'est un exemple. Et puis, quand je finis, je ferme, je finis, d'accord? Donc là, par exemple, je vais aligner parce que je ne veux pas tordre la dalle, je vais aligner à l'axe du voile vertical, le côté extérieur de la dalle, d'accord? Attendez, je vais reprendre, hop, oui, voilà, je vais reprendre, je prends cette dalle, hop, ce panneau analytique, modifier la limite, et je vais aligner, j'ai dit, hop, aligner à cet axe de poteau, ce côté. Voilà. Alors oui, j'ai oublié de vous dire une subtilité ici. Quand on veut corriger le contour d'un panneau analytique, eh bien, ce qui est très gênant graphiquement, c'est qu'il ne se met pas à jour. Vous avez vu, je suis moi-même tombé dans le piège, il ne se met pas à jour. C'est quoi cette histoire? Eh bien, en fait, il ne faut pas prendre cas. J'ai bien aligné le côté du panneau analytique. Par contre, il n'est pas mis à jour, il me garde l'ancien. Alors, il ne faut pas le prendre en considération. Si je valide, vous allez voir, hop, là, le voilà, il est aligné, d'accord? C'est vraiment une subtilité. Et donc, je ferme le mot d'ordre que j'ai entamé, ça fait 2 minutes, pour corriger, rectifier les alignements des nœuds ou des côtés des panneaux analytiques. Il faut modifier le contour, comme les sols, d'accord? Voilà. Et maintenant, que ce soit, j'ai dit, plancher ou mur analytique, ou voile, c'est ça la démarche, d'accord? Maintenant, quant au poteau, c'est un déplacement. Alors là, il n'y a pas de poteau, en l'occurrence, j'ai pas de poteau, mais si j'avais un poteau, ben le voilà, c'est une colonne, d'accord? La colonne, c'est juste un simple déplacement, ok? Alors, je veux attirer votre attention, si la colonne ne coïncide pas ou sa position ne vous satisfait pas, pensez à faire usage de ce qu'on appelle les lignes de modèle. Hein. J'ouvre juste une petite parenthèse. Les lignes de modèle, dans Archi lignes de modèle, vous les connaissez tous, ils ont la particularité d'être visibles en 3 dimensions, n'est-ce pas? Donc, c'est un bel outil de construction. Des lignes de construction. Donc là, je peux faire appel aux lignes de modèle, voilà, en choisissant bien sûr le bon plan de construction. Je vais choisir le plan de construction ici, alors celui-là, le plan de la dalle, parce que je ne sais pas, je suis au rez-de-chaussée ou je suis à l'étage 1, voilà, et je vais positionner ici une ligne de construction ou un arc pour situer la position ou le delta pour lequel je veux déplacer ce poteau. Et donc je vais faire ligne de modèle, là j'avais corrigé le plan de construction, et je vais faire un cercle. D'accord? Vous voyez bien qu'il s'accroche parce que je suis dans le bon truc. Et là, je vais lui dire, après, j'ai besoin de pousser le poteau de 50 cm. Vous avez vu? Et là, j'ai un point de référence.
Parce que si je ne fais pas des lignes de construction, comment je vais m'en sortir moi en 3 dimensions où je devrais choisir peut-être la bonne vue en plan rapidement, d'accord? Donc c'est quand même un moyen qui est assez efficace et assez simple. Et là, je peux lui dire déplacer. Vous voyez, là que je prends la colonne et je vais lui dire déplacer depuis ce nœud vers ce point de construction. Vous avez vu? Vous avez vu? Bon, ça se fait pas évidemment. Mais je suis en train de vous dire, si vous devez vous situer et faire des rectifications aux dimensions précises comme vous le voulez, pensez aux lignes de construction. C'est ce qu'on appelle la ligne de modèle. D'accord? Donc je ferme la parenthèse. Ici, je ferme la parenthèse. Alors, autre chose. Donc vous l'avez compris, scruter les déconnexions ou les alignements, Revit ne vous aide pas là-dessus. D'accord? Et c'est à ce moment-là que intervient le Power Pack. Et le Power Pack, là je suis sur 2025, et là on va partir directement voir un exemple comme tout le reste d'incohérence ou de différence de position ou de coïncidence des nœuds. D'accord? Là par exemple, si on se focalise sur la liaison sol-mur, ou la liaison on va dire plancher-voile, forcément ici on est à une demi-épaisseur près. Pourquoi on est à une demi-épaisseur près? Parce que le sol, il va jusqu'à la paroi extérieure du mur. Et réciproquement, le mur s'arrête, il peut s'arrêter, s'il n'est pas attaché, il peut s'arrêter sur la surface du mur. Donc forcément, pour le système analytique ou pour l'ouvrage analytique ou le modèle analytique, forcément il y aurait cette excentricité accidentelle, d'accord, qu'il va falloir rectifier. Et donc là, si on regarde l'équivalent, effectivement, il y a une différence ici, ça ne coïncide pas. Vous voyez, le plancher ne coïncide pas avec le voile, à une demi-épaisseur près, n'est-ce pas? Et donc, ok, là, on a pu le voir, parce que moi, je connaissais déjà le modèle analytique, et je connaissais déjà le résultat, vous l'aurez compris. Mais pour un projet entier, est-ce qu'il va falloir scruter comme ça un à un? C'est possible, mais c'est fastidieux. C'est chronophage et fastidieux et on peut louper des éléments. Donc, c'est là que, dans ce cas de figure, c'est là que intervient inévitablement le Power Pack. Et le Power Pack de Greatech, en fait, il contient plusieurs fonctionnalités de traitement du modèle analytique dans la mise en évidence des incohérences de position par rapport à une marge choisie, d'accord? Donc j'irai structure, Power Pack, structure, contrôle analytique, et là je vais exprimer ma limite au-delà de laquelle il considère que les éléments ne sont pas concernés. Évidemment, il ne va pas chercher à faire coïncider un mur, un voile et un plancher qui sont décalés d'1 mètre l'un par rapport à l'autre, n'est-ce pas? Donc d'où l'importance de cette valeur qui va limiter la recherche et la considération de l'anomalie, d'accord? Et là, je vais laisser 0,4, je vais faire 0,3, allez, je vais limiter, là parce qu'on est, la demi-épaisseur c'était 0,2 je crois, hein. Donc je vais faire 0,3 et j'exécute la détection des anomalies, d'accord, ou des incohérences par rapport à la position. Et là, grâce au Power Pack, là où il y a des incohérences, nous avons des points, nous avons des boules rouges. Et donc là où, autant qu'il y a des boules rouges, autant qu'il y a des positions un petit peu erronées par rapport à la marge qu'on lui a spécifiée au préalable, d'accord? Et donc toute l'histoire ici, c'est de traquer. Et ce qui est génial dans le Power Pack, c'est qu'on peut situer vraiment au même titre que ce que fait Navisworks pour traquer les clashs, on peut se focaliser sur un élément, l'élément concerné. D'accord? Là, si je fais zoom étendu, voilà, je peux attraper l'élément concerné. Et donc l'idée, c'est quoi? L'idée, c'est de les traiter un à un. Donc on peut les isoler, il y a le bouton d'isolement, et on peut zoomer et centrer si jamais il est en dehors de l'écran, d'accord? Et à tout moment, on peut désactiver l'isolement, et donc on reprend le projet entier, d'accord? Voilà, donc vous voyez, la fonctionnalité, elle est très très pratique. Au-delà de la fonctionnalité du tracking, si je puis dire, de tout ce qui est décalage ou de position, nous avons un système de statut qu'on met en place ici. Ça vous permet de faire un suivi de ce que vous avez traité, de ce que vous n'avez pas traité, de ce que vous pouvez accepter ou de ce que vous refusez, d'accord? Donc il y a bien nouveau, pourquoi? Parce qu'il n'a jamais eu de statut auparavant. Actif, donc il est en cours. Approuvé, ça y est, ça veut dire qu'il a été accepté, qu'il a été réglé. Révisé, que vous avez modifié, mais l'idée de ces statuts, ça vous permet, j'ai dit, de faire un suivi de toutes ces incohérences. Et en plus, après, au-delà de ça, vous pouvez voir ici qu'on peut filtrer, d'accord? Pourquoi filtrer? Parce que le lendemain, on revient, on va filtrer tout ce qui est nouveau.
pour traiter la suite en fait, d'accord? Donc c'est un système de gestion qui permet quand même de démêler et surtout de réduire le nombre d'anomalies, d'accord? Et là donc je reviens, donc ça c'est le Power Pack qui le fait, et donc là on va vérifier, on va faire l'action de correction et relancer le projet, d'accord? Donc là ce qu'on peut faire effectivement pour lever cette réserve, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien il va falloir réviser la position de l'un ou l'autre, ok? Et donc ici il s'agit d'aligner, pardon, vous voyez, l'extrémité ou le bord de la dalle par rapport au voile. On sait bien qu'on est à une demi-épaisseur près. Et donc, comme je vous ai dit tout à l'heure, au début du webinaire, tout ce qui est élément surfacique, c'est-à-dire panneau analytique, évitez de le déplacer manuellement. Vous risquez de lui faire de corrompre sa planéité. Et donc, il faut le considérer comme un sol. Je clique sur le plancher et je clique sur modifier la... pardon, j'ai dit une bêtise. Je clique sur le plancher, effectivement, modifier la limite, pardon. Voilà. Modifier la limite comme si c'était un sol. Et là, on peut aligner un côté à un côté, d'accord? Donc, je vais faire usage de l'alignement. Et puis, je vais l'aligner sur le sommet du voile. Aligner quoi? Ben, aligner le bord de la dalle. Alors ici, il y a une petite subtilité. On en a déjà fait les frais sur Revit 2025. C'était qu'ils ne mettent pas à jour le graphique. Donc, ne prenez pas cas et cherchez comment dire, l'esquisse, le mot d'esquisse et valider pour pouvoir le fermer. Et là, il a mis à jour. Vous avez vu? Donc là, il a mis à jour. Donc, voici à quoi ressemble donc le travail qui vous attend pour affiner, traquer et affiner toutes les incohérences concernant les connexions analytiques pour que ça tienne la route. Et donc, j'avais bien mis en évidence l'intérêt du Power Pack. On n'a pas eu le temps de voir toutes ces fonctionnalités qui permettent de corriger et de rectifier, d'accord? Comme magnétiser sur la grille. Donc, Revit, en fait, dans les versions précédentes, il donnait un modèle analytique vraiment très, très brouillon où il fallait vraiment tout réaligner à zéro. Après, il y a eu quand même pas mal d'améliorations sur 2025-3 et 2026, à savoir ces erreurs d'alignement que maintenant, aujourd'hui, on se permet quand même d'éviter à la source. À la première production du modèle analytique, on n'a pas ces erreurs. Mais si jamais des erreurs sortent malgré l'alignement qui est offert dans Revit 2026, l'outil, j'ai dit, du Power Pack, il permet de réaligner tous les éléments, tous les nœuds, toutes les artères, d'accord, des dalles sur les poteaux ou sur le quadrillage, d'accord. On a ici une fonction de raccourcissement ou d'étirement. On a la fonction magnétiser, donc qui permet de dresser ça aligner ça sur le quadrillage. Et on a la plus forte fonction, la fonction phare. J'ai dit, c'est le contrôle analytique. Ça, personne ne le fera à votre place, d'accord. Vous êtes obligé de le traquer manuellement. Et ça, c'est vraiment un gain de temps énorme. Voilà, donc désolé, le temps est très très court. J'ai essayé quand même de vous mettre au parfum sur ces fonctionnalités du modèle analytique assez généralement et surtout avec l'usage du Power Pack. J'espère vous revoir dans un prochain webinaire. Je vous dis merci et au revoir.